Devient émotionnellement dangereux. Produit et lu par Livre Académie. Introduction. Émotionnellement dangereux. Ce n'est pas faire peur, c'est faire comprendre, sans un mot, que personne ne peut te contrôler par ce que tu ressens. Et une fois que tu as compris ça, plus rien ne fonctionne contre toi comme avant. Si tu lis ce livre, ce n'est pas pour devenir meilleur, c'est pour devenir intouchable. Tu n'as pas un problème de caractère, tu as un problème de réaction. Si les autres arrivent à te provoquer, te faire douter, te culpabiliser, t'énerver ou te faire parler quand tu n'en as pas envie, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi. C'est parce que tu es émotionnellement prévisible. Et dans le monde réel, la prévisibilité émotionnelle est une faiblesse exploitable. Chaque fois que quelqu'un appuie sur un bouton émotionnel chez toi et obtient une réaction, il prend un peu de contrôle. Chaque fois que tu expliques ce que tu ressens, que tu te justifies, que tu montres que quelque chose t'atteint, tu livres une information stratégique. Et cette information sera réutilisée contre toi. Pas forcément par des mauvais gens, par des gens ordinaires, opportunistes, inconscients, parfois même proches de toi. Ce livre part d'une vérité que peu de gens acceptent. Tes émotions ne sont pas privées tant que tu les montres. Elles deviennent des leviers. Et celui qui contrôle tes leviers te contrôle. Être émotionnellement dangereux ne signifie pas être agressif, froid ou violent. Ça signifie être impossible à manipuler. Ça signifie ne plus offrir de réaction gratuite, ne plus donner aux autres ce qu'ils cherchent, une faille, une justification, une explosion, une implosion. Ça signifie rester stable quand on attend de toi que tu craques, silencieux quand on espère te faire parler, indifférent quand on cherche à te toucher. Les personnes manipulées émotionnellement ont souvent un point commun. Elles sont sincères, ouvertes, expressives. Elles croient que dire ce qu'elles ressentent est une force. En réalité, dans un monde social imparfait, c'est souvent une naïveté. Celui qui montre trop devient lisible. Celui qui est lisible devient contrôlable. Regarde autour de toi. Les personnes réellement puissantes émotionnellement ne se justifient pas, ne s'expliquent pas, ne réagissent pas immédiatement. Elles ne donnent pas accès à leur intérieur. Elles choisissent quand, comment et à qui elles montrent quelque chose. Leur calme n'est pas de la gentillesse. C'est une barrière. Ce livre ne va pas t'apprendre à gérer tes émotions pour aller mieux. Il va t'apprendre à les verrouiller, à comprendre comment on te provoque, comment on te fait culpabiliser, comment on te fait parler, comment on te pousse à réagir contre ton intérêt, et surtout, comment couper court à ces mécanismes sans conflit, sans explication, sans justification. Tu vas apprendre pourquoi rester calme rend l'autre nerveux, pourquoi le silence est une arme, pourquoi l'absence de réaction est parfois la réponse la plus violente, pourquoi celui qui ne donne rien émotionnellement reprend immédiatement le contrôle de la situation. Chapitre numéro 1. La manipulation commence toujours par ta réaction. Celui qui contrôle tes émotions n'a pas besoin de te contrôler physiquement. La manipulation émotionnelle ne commence jamais par une attaque frontale. Elle commence par un test, un mot glissé, une remarque ambiguë, un silence appuyé, une provocation légère, quelque chose d'assez subtil pour être nié, mais assez précis pour toucher. Et à ce moment-là, tout se joue. Pas dans ce que l'autre fait, dans ce que toi, tu fais après. Si tu réagis, tu viens de donner une information. Si tu expliques, tu viens d'ouvrir une porte. Si tu te justifies, tu viens de céder du terrain. La manipulation ne fonctionne pas parce que l'autre est fort. Elle fonctionne parce que tu es lisible. Être manipulé émotionnellement ne signifie pas être faible, naïf ou stupide. Bien au contraire. Les personnes les plus souvent manipulées sont souvent intelligentes, sensibles, conscientes, capables d'introspection. Elles ressentent vite, elles analysent, elles veulent comprendre, elles veulent clarifier. Et c'est précisément pour cela qu'elles deviennent vulnérables. Parce que chaque émotion visible est un bouton. Et chaque bouton visible finit par être pressé. Le monde n'est pas rempli de manipulateurs professionnels. Il est rempli de gens qui testent, qui poussent légèrement, qui observent la réaction et qui recommencent là où ça fonctionne. Si une remarque te fait parler, on te fera parler. Si un reproche te fait culpabiliser, on utilisera la culpabilité.
Si une critique te fait te défendre, on critiquera encore. Ce n'est pas personnel, c'est mécanique. Pourquoi ta sincérité te met en danger? On t'a probablement appris que montrer tes émotions était une force, qu'exprimer ce que tu ressens était sain, qu'être transparent créait des relations authentiques. Tout cela est vrai dans un cadre sécurisé. Mais le problème, c'est que le monde social n'est pas sécurisé. Il est imparfait, asymétrique, parfois hostile. Et dans ce contexte, la sincérité émotionnelle non maîtrisée devient une faiblesse stratégique. Quand tu dis « ça m'a blessé », tu indiques où frapper. Quand tu dis « ça m'énerve », tu indiques comment te faire perdre le contrôle. Quand tu dis « ça me touche », tu montres ce qui te fait vaciller. Tu crois créer du lien. En réalité, tu fournis une carte. Et cette carte peut être utilisée plus tard, parfois par la même personne, parfois par une autre. Pas forcément par malveillance consciente. Souvent par opportunisme émotionnel. Les personnes émotionnellement dangereuses ont compris une chose essentielle. Tout ce qui est visible est exploitable. Elles ressentent autant que toi, parfois plus. Mais elles ne le montrent pas. Pas parce qu'elles sont froides, parce qu'elles sont sélectives. Elles ne donnent pas accès à leur intérieur à n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. La réaction est une soumission déguisée. Réagir émotionnellement, c'est accepter que l'autre dicte ton état intérieur. C'est accepter que quelqu'un, par une phrase ou un comportement, puisse te faire changer de ton, d'humeur, de posture. C'est une forme de soumission invisible, pas spectaculaire, pas humiliante, mais réelle. Quand quelqu'un te provoque et que tu réagis immédiatement, tu montres que le levier fonctionne. Quand quelqu'un te fait culpabiliser et que tu te justifies, tu montres que la pression morale fonctionne. Quand quelqu'un t'ignore et que tu cherches à comprendre pourquoi, tu montres que l'absence fonctionne. À chaque fois, tu renforces le comportement qui te nuit. La manipulation émotionnelle est un dressage progressif. Pas intentionnel au départ, mais efficace. Celui qui réagit apprend à l'autre comment le contrôler. Celui qui ne réagit pas coupe l'apprentissage. Être émotionnellement dangereux, c'est refuser de participer à ce jeu. C'est refuser de donner une réaction automatique. C'est créer une rupture dans la mécanique. Et cette rupture est profondément déstabilisante pour celui qui tente de manipuler, consciemment ou non. Le calme n'est pas de la faiblesse, c'est une barrière. On confond souvent calme et passivité. En réalité, le calme maîtrisé est une forme de dominance silencieuse. Celui qui reste calme quand on cherche à le faire réagir garde le contrôle de la situation. Celui qui ne s'explique pas quand on attend une justification crée un déséquilibre. Celui qui ne donne pas d'émotion quand on en attend une prive l'autre de son carburant. La majorité des conflits émotionnels ne tiennent que parce que tu y participes. Tu parles, tu réponds, tu expliques, tu montres. Et tant que tu donnes quelque chose, l'autre continue. Le jour où tu retires ta réaction, le jeu s'arrête brutalement. Pas dans le bruit, dans le vide. Ce vide est insupportable pour celui qui manipule. Parce qu'il n'a plus de prise, plus de feedback, plus de signal. Il ne sait plus s'il gagne ou s'il perd. Et cette incertitude inverse immédiatement le rapport de force. Devenir imprévisible émotionnellement. La clé n'est pas de devenir insensible. La clé est de devenir imprévisible. Quand les autres savent exactement comment tu vas réagir, ils peuvent t'anticiper, provoquer, contrôler. Quand ils ne savent plus, ils hésitent. Ils se retiennent, ils reculent. L'imprévisibilité émotionnelle ne consiste pas à exploser au hasard. Elle consiste à ne pas offrir de schémas répétitifs, à ne pas réagir systématiquement, à choisir quand, comment et si tu montres quelque chose. C'est une discipline, une retenue consciente, une maîtrise. Tu peux ressentir sans montrer, tu peux comprendre sans expliquer, tu peux entendre sans répondre. Et chaque fois que tu fais cela, tu récupères du pouvoir. Ce premier chapitre pose une vérité fondamentale. Ta réaction est la porte d'entrée de toute manipulation. Tant que tu ne contrôles pas cette porte, tu peux travailler sur tout le reste. Ça ne servira à rien. La maîtrise émotionnelle commence ici, pas dans la respiration, pas dans la positivité, dans la capacité à ne pas offrir ce que l'autre cherche. Dans les chapitres suivants, tu apprendras comment on te pousse précisément à réagir, quels sont les déclencheurs les plus utilisés, et comment fermer ces accès sans conflit, sans discours, sans te trahir.
Mais retiens ceci dès maintenant. Le jour où tu arrêtes de réagir automatiquement, tu deviens immédiatement plus dangereux. Pas parce que tu attaques, parce que tu ne peux plus être contrôlé. Les déclencheurs invisibles qu'on utilise contre toi. Si tu crois que les gens te manipulent émotionnellement, par intelligence supérieure ou par stratégie consciente, tu te trompes. La plupart du temps, ils n'ont aucun plan. Ils appuient simplement là où ça fonctionne. Et ce qui fonctionne, ce sont tes déclencheurs. Ces zones sensibles, souvent anciennes, souvent inconscientes, que tu exposes sans le vouloir dès que tu réagis. La manipulation émotionnelle n'est pas une attaque sophistiquée. C'est une exploitation répétée de ce qui provoque une réponse chez toi. Un déclencheur émotionnel n'est pas une faiblesse morale. C'est une mémoire active, une attente, une peur, un besoin non réglé. Et tant qu'il est visible, il est utilisable. Quand quelqu'un remarque qu'un certain ton te fait te défendre, il réutilisera ce ton. Quand quelqu'un voit qu'une remarque te fait culpabiliser, il reviendra sur ce terrain. Quand quelqu'un comprend que l'indifférence te pousse à t'expliquer, il utilisera le silence comme arme. Pas par cruauté, par efficacité. Ce qui te rend manipulable, ce n'est pas l'émotion, c'est la répétition. Le fait que ta réaction soit prévisible. Le fait que, face à un même stimulus, tu donnes toujours la même réponse. À partir de là, l'autre n'a plus besoin d'improviser. Il appuie sur le bouton. Et le bouton répond. Les 3 leviers émotionnels les plus utilisés contre toi. Il existe des dizaines de déclencheurs possibles, mais 3 reviennent presque toujours. Parce qu'ils sont universels. Parce qu'ils sont profondément humains. Et parce qu'ils sont faciles à activer. Le premier, c'est la culpabilité. On te fait sentir que tu as mal agi, que tu aurais dû faire autrement, que tu es responsable d'un malaise. Et immédiatement, tu parles. Tu expliques. Tu te justifies. Tu veux réparer. Tu veux montrer que tu n'es pas une mauvaise personne. À cet instant précis, tu as perdu le contrôle, parce que celui qui t'a culpabilisé n'a plus besoin de te demander quoi que ce soit. Tu es déjà en train de donner. Le deuxième, c'est la provocation. Une remarque sèche, un ton méprisant, une phrase ambiguë, quelque chose d'assez flou pour être nié, mais assez clair pour toucher ton ego. Et là encore, tu réagis. Tu montes en intensité. Tu réponds. Tu t'énerves ou tu te défends. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est que l'autre a réussi à te sortir de ta stabilité. Il sait maintenant qu'il peut te déplacer émotionnellement. Le troisième, c'est le silence. Le retrait. L'absence de réponse. Le froid. Pour beaucoup de personnes manipulées émotionnellement, le silence est insupportable. Il crée un vide qu'elles cherchent à combler. Elles parlent. Elles relancent. Elles cherchent à comprendre. Elles s'exposent. Et celui qui se tait récupère un pouvoir immense, simplement parce qu'il n'offre rien. Ces 3 leviers ont un point commun. Ils ne fonctionnent que si tu réagis. Sans réaction, ils meurent immédiatement. La culpabilité sans justification s'effondre. La provocation sans réponse devient ridicule. Le silence sans poursuite perd son effet. Pourquoi tu réagis même quand tu sais que tu devrais t'arrêter? Le plus frustrant, c'est que tu sais souvent que tu ne devrais pas réagir. Tu le sens. Tu as ce moment de lucidité où tu te dis « je devrais me taire, je devrais laisser passer, ça ne sert à rien de répondre ». Et pourtant, tu réponds. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un conditionnement. Ton cerveau associe la réaction à un soulagement immédiat. Parler soulage, expliquer apaise, se justifier réduit la tension, sur le moment. Mais ce soulagement est un piège, parce qu'il renforce le réflexe. La prochaine fois, tu réagiras encore plus vite. Et l'autre aura encore plus de pouvoir. Être émotionnellement dangereux, c'est accepter de traverser cette tension sans la soulager immédiatement. C'est accepter l'inconfort temporaire pour reprendre un contrôle durable. Celui qui ne supporte pas l'inconfort devient manipulable. Celui qui le supporte devient imprenable. Ce n'est pas une question de force mentale spectaculaire. C'est une discipline discrète, une retenue, une capacité à rester immobile quand tout en toi veut bouger. Fermer l'accès sans confrontation. La plupart des gens pensent que pour ne plus être manipulé, il faut confronter, expliquer, poser des limites verbales. C'est faux. Dans la majorité des cas, expliquer renforce la manipulation.
Parce que tu continues à donner de l'information émotionnelle. Tu continues à nourrir le mécanisme. La vraie coupure est silencieuse. Elle se fait par l'absence de réaction attendue. Tu ne donnes pas ce qui est cherché. Tu ne montres pas que ça t'atteint. Tu ne justifies pas. Tu ne contre-attaques pas. Tu retires simplement l'accès. Cette absence crée un déséquilibre brutal. L'autre ne comprend pas immédiatement ce qui se passe. Il peut insister, tester encore. Puis, face à l'absence de retour, il recule. Ou il change de cible. Parce que la manipulation a besoin d'un feedback. Sans feedback, elle meurt. Ce deuxième mouvement du chapitre 1 est fondamental. Tu n'as pas besoin de changer les autres pour ne plus être contrôlé. Tu n'as besoin que d'une chose, ne plus offrir de réaction automatique. À partir de là, tout change. Pas dans le bruit, dans le rapport de force invisible. Dans la suite, tu apprendras comment construire cette stabilité émotionnelle sans te renier, sans devenir froid, sans t'isoler. Mais retiens ceci maintenant. Tant que tes déclencheurs sont visibles, tu es exposé. Le jour où tu apprends à les reconnaître et à ne plus y répondre, tu deviens émotionnellement dangereux, et personne n'a besoin de le savoir pour que ça fonctionne. Chapitre numéro 2. Ne plus nourrir le jeu, reprendre le pouvoir sans bruit. Celui qui ne donne pas d'émotion contrôle toujours celui qui en demande. La plupart des personnes manipulées émotionnellement font la même erreur, encore et encore, sans jamais la voir clairement. Elles continuent de nourrir le jeu qu'elles prétendent vouloir arrêter. Elles répondent, elles expliquent, elles réagissent, elles donnent, et tant qu'elles donnent, le jeu continue. La manipulation émotionnelle ne tient pas par la force de l'autre, mais par ta participation. Ce chapitre va te montrer une vérité inconfortable mais libératrice. Tu n'as pas besoin de te défendre pour reprendre le contrôle. Tu as besoin d'arrêter d'alimenter. Dans toute interaction manipulatrice, il y a une attente implicite. L'autre attend une émotion, une réaction, une justification, une tension. Peu importe laquelle. Ce qui compte, c'est le mouvement. Tant que tu bouges émotionnellement, l'autre reste en position d'observateur et d'exploitant. Le jour où tu ne donnes plus ce mouvement, la dynamique s'effondre. Pas progressivement, brutalement. Le problème, c'est que cette absence de réaction va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. On t'a appris à répondre, à clarifier, à régler les malentendus, à communiquer. On t'a appris que se taire est une fuite, que ne pas expliquer est une lâcheté, que ne pas réagir est une faiblesse. En réalité, dans un contexte de manipulation émotionnelle, réagir est une soumission et se taire est une reprise de pouvoir. Pourquoi expliquer te fait perdre immédiatement? Quand quelqu'un te manipule émotionnellement, il ne cherche pas une explication. Il cherche une faille. Et chaque fois que tu expliques, tu exposes une structure interne. Tu montres comment tu penses, ce qui te touche, ce qui te motive, ce que tu veux éviter, ce que tu crains. Tu crois clarifier. Tu livres un plan. L'explication est un luxe réservé aux relations saines. Dans un rapport déséquilibré, elle devient une arme contre toi. Plus tu expliques, plus l'autre apprend comment t'atteindre. Plus tu détailles, plus tu deviens lisible. Et plus tu es lisible, plus tu es contrôlable. Une personne émotionnellement dangereuse ne s'explique pas tant que le contexte n'est pas sûr. Elle observe. Elle parle peu. Elle répond de manière neutre. Elle ne donne pas accès à ses raisonnements internes. Elle ne cherche pas à se faire comprendre. Elle cherche à ne pas être utilisée. Ce refus d'expliquer n'est pas de l'arrogance. C'est de la lucidité. Tu n'as aucune obligation de livrer ton intérieur à quelqu'un qui l'utilise contre toi. Le jour où tu acceptes ça, tu récupères une immense liberté. Le silence stratégique. Pas un vide, une pression. Le silence n'est pas neutre. Il crée une pression énorme chez celui qui attend une réaction. Parce qu'il brise la boucle. Il interrompt le schéma. Il laisse l'autre seul avec son propre comportement. Et cette solitude est inconfortable. Quand tu te tais au lieu de réagir, plusieurs choses se produisent simultanément. D'abord, tu refuses de valider la tentative de manipulation. Ensuite, tu obliges l'autre à se dévoiler davantage s'il insiste. Enfin, tu montres que tu n'es pas accessible émotionnellement à la demande implicite. Cette combinaison est extrêmement déstabilisante. La majorité des manipulateurs émotionnels, conscients ou non,
détestent le silence, parce qu'il ne leur donne aucune information. Ils ne savent pas s'ils gagnent, ils ne savent pas s'ils ont touché juste, ils ne savent pas s'ils doivent continuer. Et cette incertitude inverse instantanément le rapport de force. Le silence n'est pas une fuite, c'est une pression passive. Une pression qui ne se voit pas, mais qui agit. Celui qui supporte le silence gagne. Celui qui le fuit perd. Ne plus réparer ce que tu n'as pas cassé. Une autre habitude centrale des personnes manipulées émotionnellement est la réparation automatique. Dès qu'une tension apparaît, elles veulent réparer. Elles veulent apaiser. Elles veulent résoudre. Elles veulent revenir à un équilibre. Et ce réflexe est exploité en permanence. On te fait sentir qu'il y a un problème. Tu te précipites pour le régler. On te fait sentir que quelqu'un est blessé. Tu te justifies. On te fait sentir que la situation est tendue. Tu expliques. À chaque fois, tu assumes une responsabilité émotionnelle qui n'est pas la tienne. Être émotionnellement dangereux, c'est refuser de réparer ce que tu n'as pas cassé. Ce n'est pas être cruel, c'est être juste. Tant que tu prends sur toi des tensions que l'autre crée volontairement ou inconsciemment, tu lui donnes un pouvoir immense. Le jour où tu arrêtes, il est obligé d'assumer sa part. Et beaucoup ne savent pas le faire. L'indifférence sélective, l'arme la plus mal comprise. L'indifférence fait peur parce qu'elle est mal comprise. On l'associe à la froideur, au mépris, au rejet. En réalité, l'indifférence sélective est une compétence avancée. Elle consiste à ne pas accorder d'énergie émotionnelle à ce qui cherche à t'envoler. Tu peux entendre sans t'impliquer, tu peux voir sans réagir, tu peux savoir sans montrer. Cette posture est profondément frustrante pour celui qui cherche une prise, parce qu'elle lui enlève toute traction. Sans traction, pas de contrôle. Sans contrôle, pas de manipulation. L'indifférence n'est pas l'absence de sentiments, c'est la maîtrise de leur expression. C'est le choix conscient de ne pas nourrir ce qui te nuit. Traverser l'inconfort pour devenir intouchable. Le point le plus difficile de cette transformation est là. Tu vas ressentir un inconfort réel quand tu arrêteras de réagir. Ton corps voudra parler. Ton esprit voudra expliquer. Ton système nerveux voudra soulager la tension. Et si tu cèdes, tu renforces l'ancien schéma. Si tu tiens, tu construis le nouveau. Les premières fois, le silence te semblera violent. Tu auras l'impression d'être injuste, de mal faire, d'être dur. C'est faux. Tu es simplement en train de sortir d'un conditionnement. Un conditionnement qui te faisait croire que réagir était une obligation morale. Il y a une étape dont on parle rarement, parce qu'elle est inconfortable et peu valorisante. Le sevrage émotionnel. Une fois que tu as compris que réagir te fait perdre le contrôle, ton premier réflexe est d'arrêter. Mais ton système intérieur, lui, n'est pas d'accord. Il a été conditionné pendant des années à répondre, expliquer, réparer, calmer. Et quand tu retires brutalement ces comportements, il proteste. Pas doucement, fortement. C'est ici que la majorité des gens échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas compris, mais parce qu'ils n'ont pas anticipé cette phase. Quand tu arrêtes de nourrir le jeu émotionnel, ton corps entre en manque. Le manque de soulagement immédiat, le manque de validation, le manque de résolution rapide. Avant, parler te calmait, réagir te soulageait. Expliquer réduisait la tension. Maintenant, tu gardes tout à l'intérieur, et cette tension cherche une sortie. C'est précisément à ce moment que tu es le plus tenté de replonger, de répondre juste une fois, de clarifier pour que ça s'arrête, de t'expliquer pour repartir sur de bonnes bases. Et chaque fois que tu fais ça, tu annules une partie du travail. Ce sevrage est la preuve que tu étais dépendant. Pas dépendant aux autres, mais dépendant à ta propre réaction. Tant que tu n'acceptes pas ce fait, tu te raconteras que tu réagis par maturité, par bienveillance, par intelligence émotionnelle. En réalité, tu réagissais parce que ton système nerveux ne supportait pas la tension non résolue. Être émotionnellement dangereux exige d'apprendre à porter cette tension sans la décharger immédiatement. Dans cette phase, il est essentiel de comprendre une chose. Le malaise que tu ressens n'est pas un signal que tu fais mal. C'est un signal que tu fais différemment. Ton cerveau confond l'absence de réaction avec un danger, parce qu'il a appris que réagir maintenait l'équilibre. Tu dois lui apprendre un nouveau langage. Un langage où le calme n'est pas une menace, où le silence n'est pas une faute, où l'absence de justification n'est pas une agression. Plus tu traverses ces moments sans céder,
plus ton système s'adapte. La tension diminue. Le besoin de parler disparaît. La réaction perd de son urgence. Et un jour, presque sans t'en rendre compte, tu réalises que ce qui te faisait paniquer avant ne te pousse plus à rien. C'est là que la transformation devient réelle. Il faut aussi parler d'un point crucial. Quand tu arrêtes de nourrir le jeu, les tentatives s'intensifient temporairement. C'est une loi universelle du comportement. Quand un levier ne fonctionne plus, on appuie plus fort. Les reproches deviennent plus directs. Les provocations plus visibles. Les silences plus lourds. Non parce que tu fais mal, mais parce que l'autre teste encore. Cherche à voir si c'est définitif ou passager. C'est une phase dangereuse si tu n'y es pas préparé. Beaucoup de gens craquent ici. Ils confondent l'intensification avec une preuve qu'ils sont allés trop loin. Ils pensent qu'ils doivent expliquer leur silence, rassurer, clarifier. Et ce faisant, ils redonnent exactement ce qui était recherché, une réaction. Si tu tiens à ce moment précis, quelque chose se brise définitivement, pas chez toi, chez l'autre. Le schéma cesse d'être rentable. À ce stade, tu dois accepter une vérité difficile. Certaines personnes préfèrent te voir réactif que serein, parce que ta réactivité leur donnait un rôle, une importance, un contrôle. Quand ce rôle disparaît, elles se sentent menacées. Pas par toi, par le vide. Et ce vide, elles essaieront de te le faire combler. Ta tâche n'est pas de les rassurer. Ta tâche est de ne pas redevenir leur solution émotionnelle. Ce deuxième mouvement du chapitre 2 est fondamental parce qu'il marque le passage entre la compréhension et l'incarnation. Beaucoup comprennent intellectuellement, peu tiennent émotionnellement. Et pourtant, c'est ici que tout se joue. Celui qui traverse le sevrage émotionnel devient irréversiblement différent. Celui qui cède reste pris dans l'ancien cycle, avec simplement plus de lucidité et plus de frustration. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de ne jamais réagir. Tu as besoin de ne plus être prévisible, de ne plus offrir la réaction attendue à chaque fois. Même une réduction partielle change déjà le rapport de force. Mais plus tu tiens, plus la pression disparaît. Ce que tu construis ici, ce n'est pas du contrôle, c'est de la tolérance à l'inconfort. Et cette tolérance est la compétence émotionnelle la plus rare et la plus puissante qui soit. Celui qui la possède n'a plus besoin de jouer. Il peut rester immobile pendant que les autres s'agitent. Et dans le monde émotionnel, celui qui reste immobile gagne toujours. Cette deuxième partie du chapitre 2 t'amène à une conclusion simple mais radicale. Ne plus nourrir le jeu n'est pas une décision ponctuelle, c'est un processus, un passage, une traversée. Et de l'autre côté, il n'y a pas le conflit, il y a le calme. Un calme qui ne dépend plus de ce que les autres font. Un calme qui t'appartient enfin. Chapitre numéro 3. La transformation invisible, quand tu deviens incontrôlable. Celui qui ne réagit plus devient immédiatement une menace pour ceux qui vivaient de ses réactions. Il arrive un moment précis, presque imperceptible, où quelque chose bascule, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Ce moment où tu ne réagis pas là où, avant, tu aurais réagi sans réfléchir. Ce moment où tu ressens l'émotion monter, mais où tu ne la livres pas. Ce moment où tu comprends que tu pourrais parler, expliquer, te défendre, mais où tu choisis de ne rien donner. Ce moment-là est le début réel de la transformation. Pas spectaculaire, pas visible, mais profondément dérangeant pour ceux qui avaient l'habitude de te contrôler. Devenir émotionnellement dangereux ne se manifeste pas par un changement de personnalité. Tu ne deviens pas plus agressif, tu ne deviens pas plus froid en apparence. Tu deviens simplement moins accessible. Et cette inaccessibilité émotionnelle change radicalement la manière dont les autres interagissent avec toi. Parce que le pouvoir, dans les relations humaines, ne vient jamais de la domination visible, mais de l'impossibilité de prévoir l'autre. La majorité des rapports de contrôle reposent sur une chose simple, la certitude de la réaction. Tant que les autres savent ce qui va te toucher, comment tu vas répondre, à quel moment tu vas céder, ils sont en position de force. Le jour où cette certitude disparaît, le rapport s'inverse. Pas immédiatement, mais inévitablement. Le moment où ils sentent que quelque chose a changé. Quand tu arrêtes de nourrir le jeu, les autres le sentent, avant même de le comprendre. Il y a une micro-tension dans l'air, une hésitation, un flottement. Ils testent encore, une remarque, un ton, une tentative de culpabilisation. Et cette fois, la réponse n'arrive pas. Pas comme avant. Peut-être pas du tout. Peut-être neutre. Peut-être tardive.
mais différente. Ce moment est extrêmement révélateur, parce qu'il montre à quel point ton ancienne réaction était attendue, prévue, exploitée. Quand elle disparaît, l'autre perd son repère. Il ne sait plus où il est. Il ne sait plus s'il peut continuer. Il ne sait plus comment t'aborder. Et cette perte de repère est profondément inconfortable. Les personnes qui manipulent émotionnellement, consciemment ou non, ont besoin de signaux. Elles ont besoin de feedback. Elles ont besoin de sentir qu'elles ont un effet. Quand tu retires cet effet, tu les prives de leur levier principal. Et sans levier, il n'y a plus de contrôle possible. L'erreur fatale, expliquer ton changement. À ce stade, beaucoup font une erreur critique. Ils sentent qu'ils ont repris du pouvoir, et ils veulent l'expliquer. Ils veulent dire qu'ils ont changé, qu'ils ont compris, qu'ils posent désormais des limites. C'est une erreur, parce que toute explication redonne de l'information. Toute justification redonne une prise. La transformation réelle est silencieuse. Elle ne se commente pas, elle ne se revendique pas, elle se constate. Le jour où tu annonces que tu ne te laisseras plus faire, tu montres encore que tu as besoin d'être compris. Le jour où tu ne te laisses plus faire sans rien dire, tu montres que tu n'as plus besoin de rien. Les personnes émotionnellement dangereuses ne disent jamais « j'ai changé ». Elles changent et laissent les autres s'adapter ou disparaître. La solitude temporaire du pouvoir. Il y a un prix à payer à cette transformation. Un prix que peu de livres osent dire clairement. Tu vas perdre certaines relations, pas parce que tu deviens mauvais, mais parce que certaines relations n'existaient que grâce à ton ancienne réactivité, grâce à ton besoin de réparer, grâce à ta disponibilité émotionnelle constante. Quand tu retires cette énergie, certaines personnes se sentent soudain inutiles, rejetées, agressées même. Elles peuvent te reprocher ton froid, ton changement, ton silence. En réalité, elles reprochent la perte de contrôle. Et cette phase peut être inconfortable. Tu peux te sentir seul, douter, te demander si tu n'es pas allé trop loin. C'est une étape normale et nécessaire, parce qu'elle fait le tri. Les relations saines s'adaptent. Les relations basées sur la manipulation s'effondrent. Ne pas confondre dureté et maîtrise. Être émotionnellement dangereux ne signifie pas devenir cruel, ni méprisant, ni fermé. Cela signifie choisir. Choisir quand tu donnes. À qui? Et pourquoi? Tu peux être chaleureux sans être accessible. Tu peux être empathique sans être manipulable. Tu peux écouter sans t'impliquer émotionnellement. La différence est subtile, mais décisive. Avant, tu donnais par réflexe. Maintenant, tu donnes par décision. Et cette décision change tout, parce que ce que tu choisis a du poids. Ce que tu donnes automatiquement n'en a aucun. La maîtrise émotionnelle n'est pas l'absence d'émotion. C'est la souveraineté sur leur expression. Quand le respect remplace la pression. Un phénomène intéressant se produit quand tu maintiens cette posture dans le temps. Les tentatives de pression diminuent. Les provocations se raréfient. Les jeux émotionnels deviennent maladroits, inefficaces. Et peu à peu, quelque chose d'autre prend leur place. Le respect. Pas un respect chaleureux, pas forcément sympathique, mais un respect réel. Celui qui fait qu'on hésite avant de te provoquer, qu'on choisit ses mots, qu'on évite certaines manipulations avec toi, non parce que tu menaces, mais parce que tu es devenu coûteux, émotionnellement, à manipuler. Les gens préfèrent toujours la facilité. Ils manipulent là où ça fonctionne. Quand ça ne fonctionne plus avec toi, ils vont ailleurs. Et ce déplacement est une victoire silencieuse. L'irréversibilité du changement. Une fois que tu as compris ce mécanisme, il est très difficile de revenir en arrière. Tu vois trop bien ce qui se joue. Tu reconnais les tests, les leviers, les tentatives. Et surtout, tu reconnais le moment précis où tu pourrais réagir et où tu choisis de ne pas le faire. Ce choix devient une seconde nature. Pas parfaite, pas constante, mais consciente. Et cette conscience suffit à te rendre beaucoup plus difficile à contrôler. Ce chapitre marque une étape centrale. Tu n'es plus dans la résistance. Tu es dans la transformation. Tu ne te bats plus contre la manipulation. Tu la rends inutile. Dans le prochain chapitre, tu verras comment consolider cette posture sans te couper du monde, comment rester humain sans redevenir exploitable, et comment utiliser cette maîtrise émotionnelle non pas pour dominer, mais pour vivre librement. Mais retiens ceci maintenant,
Le jour où tu cesses de réagir comme on l'attend, tu deviens immédiatement dangereux. Pas pour les gens bienveillants, pour tous ceux qui vivaient de ton ancienne faiblesse émotionnelle. Le dévoilement brutal des rapports réels. Il y a un effet secondaire inévitable quand tu deviens émotionnellement incontrôlable. Les masques tombent. Tant que tu réagissais, tant que tu expliquais, tant que tu réparais, beaucoup de comportements restaient flous, ambigus, supportables. Tu te disais que c'était compliqué, que la personne était stressée, maladroite, fatiguée. En réalité, ta réactivité servait de brouillard. Le jour où tu la retires, la relation devient nette, brutalement nette. Quand tu ne donnes plus ce qui est attendu, deux types de réactions apparaissent. Les premières sont silencieuses. Les personnes s'ajustent, elles parlent différemment, elles testent moins, elles respectent plus. Elles n'avaient pas besoin de te contrôler pour exister. Elles acceptent la nouvelle dynamique sans drame. Ces relations-là étaient saines ou au moins équilibrables. Elles survivent. Les secondes réactions sont plus violentes. Pas physiquement, émotionnellement. L'autre insiste, appuie, te reproche ton changement, t'accuse d'être froid, distant, égoïste, arrogant. Il ne parle pas de ton comportement. Il parle de la perte de ce qu'il obtenait avant. Et ce moment est extrêmement révélateur, parce qu'il montre que la relation tenait sur ta réaction, pas sur un échange équilibré. Ce dévoilement est souvent douloureux, parce qu'il t'oblige à voir que certaines relations n'étaient pas fondées sur le respect, mais sur ton abandon émotionnel. Tant que tu donnais, tout allait bien. Le jour où tu retires, le conflit apparaît. Ce conflit n'est pas nouveau. Il était simplement masqué par ta soumission émotionnelle. Quand on tente de te faire revenir à l'ancienne version. À ce stade, une nouvelle stratégie apparaît fréquemment. La nostalgie manipulatrice. On te rappelle comment tu étais avant. Plus gentil, plus ouvert, plus compréhensif, plus disponible, le message est clair. Redeviens celui qui me donnait ce que je veux. Et si tu n'es pas solide intérieurement, cette stratégie est redoutable, parce qu'elle s'appuie sur ta culpabilité, sur ton désir d'être une bonne personne. Tu dois comprendre une chose essentielle, ce qu'on appelle ta gentillesse d'avant, était souvent ton absence de limite. Ce qu'on appelle ton ouverture était ton exposition permanente. Ce qu'on appelle ta compréhension était ta tendance à tout absorber. Ce n'est pas de l'amour qu'on regrette, c'est l'accès. Si tu cèdes ici, tu envoies un message extrêmement clair. Ta transformation était négociable. Et à partir de là, toute tentative future de reprise de pouvoir sera plus difficile, parce que l'autre saura que la pression fonctionne. Le renversement subtil du rapport de force. Quand tu tiens, quelque chose de très précis se produit. Les tentatives deviennent maladroites, incohérentes, parfois excessives. L'autre surjoue l'émotion, accentue la culpabilisation, exagère les reproches. Pourquoi? Parce qu'il sent que le levier lui échappe. Et dans ce moment, il révèle son niveau réel de maturité émotionnelle. Certains s'effondrent, d'autres attaquent, d'autres se retirent. Mais dans tous les cas, le rapport de force est déjà inversé, même si tu n'as rien fait de visible. Tu n'as pas imposé, tu n'as pas menacé, tu n'as pas argumenté. Tu as simplement cessé de participer. Et cette absence de participation est plus puissante que n'importe quelle confrontation. Ce renversement est souvent silencieux. Il ne se proclame pas. Il se ressent. Les échanges deviennent plus courts. Les tentatives plus prudentes. Les mots plus choisis. Parce que l'autre ne sait plus ce qui fonctionne sur toi. Et cette incertitude crée du respect. Pas toujours de l'affection, mais du respect. L'illusion dangereuse, vouloir clarifier la relation. À ce stade, beaucoup ressentent le besoin de mettre les choses à plat, d'expliquer le changement, de poser des mots sur la dynamique. C'est une tentation compréhensible, et souvent une erreur. Parce que tant que tu expliques, tu continues à donner accès à ton monde intérieur. Tu continues à nourrir l'échange émotionnel. Tu redonnes du carburant. La vérité est simple. Les personnes capables de s'adapter n'ont pas besoin d'explications. Elles ajustent naturellement leur comportement. Celles qui réclament des explications cherchent rarement à comprendre. Elles cherchent à négocier le retour de l'ancien schéma. La transformation la plus solide est celle qui n'est pas débattue. Elle s'impose par la constance.
par la répétition calme, par l'absence de justification, quand tu comprends que le respect n'est pas négociable. Ce deuxième mouvement du chapitre 3 t'amène à une réalisation cruciale. Le respect ne se discute pas. Il ne se demande pas. Il ne s'explique pas. Il se constate. Les personnes qui te respectent n'essaient pas de te faire revenir à une version plus manipulable de toi-même. Elles s'adaptent à ce que tu es devenu. À partir de là, ta lecture des relations change définitivement. Tu ne te demandes plus « est-ce que je fais bien ?» Tu te demandes « est-ce que cette relation respecte ma stabilité ?» Et si la réponse est non, tu ajustes sans drame, sans colère, sans discours. Ce chapitre, dans sa deuxième partie, marque une coupure nette. Tu ne cherches plus à sauver des relations au prix de ta souveraineté émotionnelle. Tu acceptes que certaines ne survivent pas à ta liberté. Et cette acceptation est une forme de maturité extrêmement rare. Dans la suite, tu verras comment transformer cette posture en un mode de vie durable, sans devenir rigide ni isolé. Mais retiens ceci maintenant. Le jour où tu cesses d'être exploitable, tu découvres enfin la vraie nature des liens qui t'entourent. Et cette vérité, aussi inconfortable soit-elle, vaut infiniment plus que toutes les fausses harmonies construites sur ta réaction. Chapitre numéro 4. Consolider le pouvoir. Rester humain, sans redevenir exploitable. Celui qui te respecte n'essaie jamais de te contrôler émotionnellement. Le plus grand piège, après avoir repris le contrôle émotionnel, ce n'est pas de retomber immédiatement dans l'ancienne posture. C'est de croire que la maîtrise consiste à se fermer définitivement. Beaucoup de personnes, après avoir compris comment elles étaient manipulées, basculent dans l'extrême inverse. Elles deviennent rigides, distantes, sur la défensive. Elles confondent maîtrise et dureté. Et à terme, cette confusion crée un autre problème, l'isolement. Ce chapitre existe pour éviter cette erreur, parce que devenir émotionnellement dangereux ne signifie pas devenir émotionnellement absent. Cela signifie devenir sélectif. La vraie puissance émotionnelle n'est pas un mur. C'est une porte verrouillée, dont toi seul possèdes la clé. Tu peux l'ouvrir, tu peux la fermer, tu peux décider quand et pour qui. Tant que tu n'as pas cette clé, tu es à la merci de ceux qui forcent l'entrée. Une fois que tu l'as, tu peux rester humain sans être vulnérable, présent sans être exploitable, accessible sans être contrôlé. La différence fondamentale entre ouverture et exposition. Il est essentiel de comprendre cette distinction, parce qu'elle change tout. L'ouverture est un choix. L'exposition est une perte de contrôle. Avant, tu confondais les deux. Tu croyais que montrer ce que tu ressentais était une preuve de maturité. En réalité, tu exposais ton intérieur sans filtre, sans timing, sans stratégie. Et cette exposition devenait une ressource pour les autres. Être ouvert émotionnellement, ce n'est pas tout dire. C'est dire au bon moment, à la bonne personne, dans un contexte sûr. Tant que ces trois conditions ne sont pas réunies, parler de ton intérieur n'est pas de l'authenticité, c'est une imprudence. Les personnes émotionnellement dangereuses l'ont compris intuitivement. Elles n'ont pas moins d'émotions que toi. Elles les protègent en mieux. La maturité émotionnelle ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce que tu sais, ne pas montrer. Le respect comme baromètre de sécurité. Il existe un indicateur très simple pour savoir si tu peux te permettre une ouverture émotionnelle, le respect. Pas le respect verbal, pas le respect affiché, le respect réel, celui qui se manifeste par l'absence de pression, par l'absence de test, par l'absence de tentative de contrôle. Une personne qui te respecte ne cherche pas à te faire réagir. Elle ne te pousse pas à t'expliquer. Elle ne joue pas avec tes émotions. Elle ne t'utilise pas contre toi-même. Elle écoute sans exploiter. Elle reçoit sans capitaliser. Avec ces personnes, l'ouverture est possible. Parce qu'il n'y a pas de jeu de pouvoir sous-jacent. À l'inverse, là où il y a pression émotionnelle, provocation, culpabilisation ou instabilité, l'ouverture est une erreur. Non pas parce que tu es faible, mais parce que le contexte est malsain. Et être émotionnellement dangereux, c'est savoir faire cette lecture rapidement, sans se raconter d'histoire. Ne pas confondre empathie et absorption. Une autre erreur fréquente est de croire que l'empathie oblige à absorber les émotions des autres. Ce n'est pas le cas. Tu peux comprendre ce que quelqu'un ressent sans le porter à sa place. Tu peux écouter sans t'impliquer.
Tu peux être présent sans être contaminé émotionnellement. Les manipulateurs émotionnels adorent les personnes empathiques parce qu'elles confondent compréhension et responsabilité. Elles sentent la détresse, la colère, la frustration. Et elles pensent devoir agir, réparer, calmer. Cette confusion est une porte ouverte à la manipulation. L'empathie mature observe sans s'effondrer. Elle reconnaît sans se sacrifier. Elle ne confond pas compassion et auto-abandon. Quand tu maîtrises cette distinction, tu deviens extrêmement difficile à contrôler. Parce que tu peux rester calme face à l'émotion de l'autre sans te laisser entraîner dedans. La constance, ce qui rend ta posture crédible. Reprendre le contrôle émotionnel une fois est relativement simple. Le conserver est plus exigeant. Parce que les autres testent. Toujours. Ils veulent savoir si ton changement est temporaire ou réel, s'ils peuvent attendre, s'ils peuvent contourner, s'ils peuvent provoquer encore un peu. C'est là que la constance devient cruciale, pas la rigidité. La constance. Tu n'as pas besoin de réagir parfaitement à chaque fois. Tu as besoin de ne pas redevenir prévisible. Tu as besoin de ne pas retomber systématiquement dans les mêmes schémas sous pression. Chaque fois que tu tiens ta posture sans expliquer, sans te justifier, sans exploser, tu envoies un message silencieux. Ce n'était pas un accident. Et ce message est beaucoup plus puissant que n'importe quel discours. La crédibilité émotionnelle ne vient pas de ce que tu dis. Elle vient de ce que tu maintiens dans le temps, quand les autres essaient de te faire culpabiliser de ton calme. Un signe clair que tu es en train de consolider ton pouvoir émotionnel, c'est quand on commence à te reprocher ton calme. On te dit que tu as changé, que tu es devenu distant, que tu es froid, que tu ne communiques plus. Ces reproches ne parlent pas de toi. Ils parlent de la perte de contrôle ressentie par l'autre. C'est un moment délicat, parce que la culpabilité peut revenir. Tu peux douter, te demander si tu es allé trop loin. C'est ici que tu dois être extrêmement lucide. Le calme n'est pas une agression. Le silence n'est pas un manque de respect. La retenue n'est pas une attaque. Ce qui dérange, ce n'est pas ton comportement. C'est le fait qu'il ne soit plus exploitable. Rester humain, mais souverain. Être émotionnellement dangereux ne signifie pas vivre en permanence sur la défensive. Cela signifie choisir tes moments de vulnérabilité, les rendre rares, volontaires, protégés. Et cette rareté leur donne une valeur immense. Quand tu parles vraiment de ce que tu ressens, cela compte. Parce que ce n'est plus automatique, parce que ce n'est plus gratuit. Tu n'as pas à devenir dur pour être respecté. Tu as à devenir souverain. Souverain de ton rythme, de ton exposition, de ton énergie émotionnelle. Et cette souveraineté change radicalement ta manière d'exister dans les relations. Les jeux s'arrêtent. Les tensions inutiles disparaissent. Les rapports deviennent plus clairs, parfois plus courts, mais beaucoup plus sains. Ce chapitre t'ancre dans une vérité fondamentale. La maîtrise émotionnelle durable n'est pas une fermeture, c'est une sélection. Tu choisis à qui tu donnes accès. Tu choisis quand. Tu choisis combien. Et ce choix te rend libre. Dans le dernier chapitre, tu verras comment intégrer définitivement cette posture dans ta vie quotidienne, comment ne plus jamais retomber dans l'ancienne mécanique, et comment utiliser cette maîtrise non pas pour te protéger seulement, mais pour vivre avec une puissance intérieure calme, stable et profondément respectée. Chapitre numéro 5. L'irréversibilité. Vivre depuis un centre que personne ne peut déplacer. Le véritable pouvoir commence quand plus rien n'a besoin de réagir en toi. Il arrive un moment où la maîtrise émotionnelle cesse d'être un effort conscient pour devenir un état. Pas une posture que tu adoptes selon les situations, mais une manière d'exister. À ce stade, tu ne te demandes plus s'il faut répondre, expliquer, te défendre ou te taire. La question ne se pose même plus. Ton système intérieur a changé de logique. Ce qui autrefois déclenchait une réaction automatique ne produit plus qu'un signal neutre. Tu vois, tu comprends, et tu n'es plus aspiré. C'est ici que commence la phase irréversible, celle où tu ne redeviens plus jamais la personne manipulable que tu étais avant, non pas par rigidité, mais parce que ton rapport au monde émotionnel a muté. La majorité des gens vivent comme des surfaces exposées. Tout les touche, tout les atteint. Tout laisse une trace. Une remarque anodine devient une rumination.
Un regard devient une interprétation. Un silence devient une menace. Ils vivent à l'extérieur d'eux-mêmes. Leur état intérieur dépend de ce qui arrive, de ce qui est dit, de ce qui est ressenti autour d'eux. Tant que tu vis ainsi, tu es contrôlable. Pas par une personne en particulier, mais par le flux du monde. Être émotionnellement dangereux, à son niveau le plus avancé, signifie sortir définitivement de ce mode de fonctionnement. À ce stade, tu comprends quelque chose de fondamental. L'émotion n'est jamais un ordre, seulement une information. Avant, tu confondais les deux. Si tu ressentais quelque chose, tu agissais, tu parlais, tu réagissais, tu te justifiais. Maintenant, tu ressens sans obéir. Tu observes sans t'identifier. Tu laisses passer sans t'attacher. Cette dissociation est la clé ultime, parce qu'elle coupe le lien direct entre stimulus et comportement. Et dès que ce lien est rompu, toute tentative de manipulation devient inefficace. Ce changement modifie profondément ta manière d'être perçu. Les autres ne savent plus comment te prendre. Non pas parce que tu es opaque ou hostile, mais parce que tu es stable. Tu ne montes pas quand on te provoque. Tu ne descends pas quand on te culpabilise. Tu ne te presses pas quand on te met sous tension. Tu ne te justifies pas quand on t'accuse implicitement. Et cette absence de mouvement crée un effet très particulier. Elle oblige l'autre à se confronter à lui-même. Sans miroir émotionnel, ses propres stratégies deviennent visibles, parfois gênantes, souvent inefficaces. À ce niveau, tu n'as plus besoin de silence stratégique. Le silence est devenu naturel. Tu n'as plus besoin de retenir une réaction. Elle ne vient plus avec la même intensité. Tu n'as plus besoin de te rappeler des règles. Ton système les a intégrées. Tu ne vis plus dans la vigilance permanente. Tu vis dans une présence calme, constante, presque lourde. Et cette lourdeur est ressentie comme une forme d'autorité silencieuse. Ce qui change aussi radicalement, c'est ta relation au conflit. Avant, le conflit te déstabilisait. Tu voulais le résoudre, l'éviter, le réparer. Tu portais une responsabilité émotionnelle qui n'était pas la tienne. Maintenant, le conflit est simplement une situation parmi d'autres. Tu ne le fuis pas, tu ne le nourris pas. Tu le laisses exister sans t'y dissoudre, et très souvent, il se désamorce tout seul. Parce que sans carburant émotionnel, un conflit ne tient pas longtemps. À ce stade, tu as également abandonné le besoin d'être compris. C'est l'un des changements les plus profonds. Tant que tu voulais être compris, tu expliquais. Tant que tu expliquais, tu t'exposais. Maintenant, tu sais que la compréhension n'est pas un droit, ni une obligation. Ceux qui sont capables de te comprendre le feront. Les autres n'ont plus d'importance stratégique. Cette indifférence sélective te libère d'un poids immense. Tu ne portes plus l'incompréhension des autres comme un échec personnel. Cette posture transforme tes relations de manière radicale. Certaines personnes disparaissent sans bruit. Elles ne trouvent plus ce qu'elles venaient chercher. Plus de réactions, plus de drames, plus de réparations gratuites. Elles s'éloignent naturellement. D'autres, au contraire, se rapprochent différemment. Avec plus de respect, plus de retenue, plus de clarté. Parce qu'elles sentent qu'avec toi, il n'y a plus de jeu possible. Seulement une présence. Il est important de comprendre que cet état ne fait pas de toi quelqu'un de froid ou distant. Au contraire, il te permet enfin d'être authentiquement chaleureux. Parce que ce que tu donnes n'est plus contraint. Tu n'es plus gentil par peur. Tu n'es plus calme par effort. Tu n'es plus silencieux par stratégie. Tu es simplement aligné. Et cet alignement est profondément apaisant, pour toi comme pour les autres. À ce stade final, être émotionnellement dangereux ne signifie plus être en opposition avec le monde. Cela signifie être hors du champ de la manipulation. Tu n'es pas au-dessus, tu es à côté. Intouchable parce que tu ne participes plus. Non par retrait, mais par souveraineté. Tu es présent, mais non accroché. Impliqué, mais non capturable. Et cette position est la plus stable qui soit. Ce livre ne t'a pas appris à gagner des confrontations. Il t'a appris à ne plus en avoir besoin. Il ne t'a pas appris à contrôler les autres. Il t'a appris à te retirer de toute tentative de contrôle. Et ce retrait est la forme la plus pure de pouvoir, parce qu'il ne dépend de personne. Ni de leur comportement, ni de leur validation, ni de leur reconnaissance. Si tu devais retenir une seule chose de ce dernier chapitre, ce serait celle-ci. La liberté émotionnelle réelle commence le jour où plus rien,
à l'extérieur, ne décide de ce que tu fais à l'intérieur. À partir de là, tu ne deviens pas dangereux parce que tu attaques. Tu deviens dangereux parce que rien ne peut plus t'atteindre de la manière dont on t'atteignait avant. Et cette transformation, une fois intégrée, ne se perd jamais. Conclusion. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce qu'une partie de toi savait déjà. Tu savais que quelque chose clochait dans ta manière de vivre les émotions, dans ta façon de réagir aux autres, dans ce sentiment diffus d'être souvent déplacé intérieurement par des mots, des silences, des attitudes qui n'auraient jamais dû avoir autant de pouvoir. Tu n'avais peut-être pas les mots, tu n'avais peut-être pas la structure, mais tu sentais que ce n'était pas normal de se faire contrôler sans contrainte physique, simplement par des réactions émotionnelles automatiques. Ce livre n'a pas essayé de te rassurer, il n'a pas essayé de te consoler. Il ne t'a pas dit que tu étais trop sensible ou que c'est normal de ressentir. Il t'a dit quelque chose de plus inconfortable, mais infiniment plus libérateur. Tant que tu réagis automatiquement, tu es contrôlable. Et tant que tu es contrôlable, quelqu'un, quelque part, en profitera. Pas toujours avec de mauvaises intentions, mais toujours avec le même résultat. Tu as vu que la manipulation émotionnelle ne repose pas sur la méchanceté, mais sur la lisibilité. Que le pouvoir ne vient pas de la force, mais de la prévisibilité. Que ce qui te faisait perdre le contrôle n'était pas l'émotion elle-même, mais ton réflexe de lui obéir. Et surtout, tu as compris que reprendre le pouvoir ne demandait pas de changer les autres, mais de changer ton rapport à ce qui se passe en toi. Devenir émotionnellement dangereux n'a jamais voulu dire devenir violent, froid ou inhumain. Cela a toujours voulu dire devenir inexploitable. Ne plus offrir gratuitement ce que d'autres utilisent comme levier. Ne plus donner de réaction comme monnaie d'échange. Ne plus réparer des tensions que tu n'as pas créées. Ne plus expliquer pour calmer l'inconfort des autres. À partir du moment où tu retires cette énergie, tout le système s'effondre. Ce que tu as construit à travers ces pages n'est pas une technique. C'est une posture intérieure, une souveraineté, une capacité à rester centré quand le monde cherche à te déplacer. Et cette posture change tout. Elle change la manière dont on te parle, la manière dont on te teste, la manière dont on te respecte. Pas parce que tu imposes, mais parce que tu ne cèdes plus. Il y aura encore des émotions, il y aura encore des tentatives, il y aura encore des moments de doute. La différence désormais, c'est que tu ne confondras plus ce que tu ressens avec ce que tu dois faire. Tu sentiras la montée, tu reconnaîtras le déclencheur, et tu choisiras, parfois de répondre, parfois de te taire, parfois de t'éloigner, mais toujours depuis un endroit conscient. Et ce choix est le cœur de ta liberté. Tu remarqueras aussi que ta vie devient plus simple, moins de conflits inutiles, moins de discussions qui tournent en rond, moins de fatigue mentale, parce que tu n'analyses plus tout, tu ne justifies plus tout, tu ne portes plus ce qui ne t'appartient pas. Ton énergie revient là où elle aurait toujours dû être, en toi. Certaines personnes ne comprendront pas ton changement. Elles diront que tu es devenu distant, froid, différent. En réalité, tu es devenu inaccessible à ce qui les rassurait, ta réactivité. Et ce malaise leur appartient. Les relations qui méritent de rester s'adapteront. Les autres disparaîtront sans bruit. Et c'est un nettoyage naturel, pas une perte. Si tu devais garder une seule vérité de ce livre, ce serait celle-ci. Personne ne peut te contrôler émotionnellement sans ta participation. Et à partir du moment où tu retires cette participation, tu redeviens pleinement maître de toi-même. Non par domination, non par confrontation, mais par retrait conscient. Tu n'as pas besoin de gagner, tu n'as pas besoin de prouver, tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu as simplement besoin de rester là, calme, stable, présent, pendant que les autres cherchent encore une prise. Être émotionnellement dangereux, au final, ce n'est pas être une menace pour le monde. C'est être une fin de parcours pour toute tentative de contrôle. Et une fois que tu as goûté à cette liberté-là, tu ne l'échanges plus contre rien. Il y a une chose que ce livre ne t'a peut-être pas dite explicitement, mais que tu dois comprendre maintenant. Il n'existe pas de retour en arrière confortable. Une fois que tu as vu comment fonctionne la manipulation émotionnelle, une fois que tu as ressenti ce que ça fait de ne plus réagir, une fois que tu as goûté à cette stabilité intérieure, tu ne peux plus faire semblant. Tu peux rechuter ponctuellement, oui,
Tu peux parfois céder à l'ancien réflexe, parler trop, expliquer, te justifier, absorber. Mais quelque chose en toi saura, et cette lucidité change tout. Avant, tu subissais sans comprendre. Maintenant, si tu subis, tu sais pourquoi. Et cette conscience rend la soumission émotionnelle beaucoup plus coûteuse psychologiquement. C'est pour ça que ce chemin est un point de non-retour. Non pas parce que tu deviens parfait, mais parce que tu ne peux plus ignorer ce que tu sais. Tu ne peux plus te raconter que c'est comme ça, que tu n'as pas le choix, que c'est ta nature. Tu sais désormais que chaque réaction est une décision, même inconsciente. Et savoir cela, c'est déjà reprendre du pouvoir. À partir de maintenant, ta vie émotionnelle ne sera plus une succession d'accidents. Elle deviendra une suite de choix. Parfois conscients, parfois imparfaits, mais jamais totalement aveugles. Tu sauras quand quelqu'un cherche une réaction. Tu sauras quand un silence est une pression. Tu sauras quand une culpabilisation est une tentative de contrôle. Et surtout, tu sauras que tu n'es jamais obligé d'entrer dans le jeu. Ce que tu as construit ici n'est pas une carapace. C'est un centre, un endroit intérieur stable, qui ne dépend pas de l'approbation, de la compréhension ou de l'humeur des autres. Un endroit depuis lequel tu peux parler ou te taire, donner ou retirer, t'impliquer ou rester en retrait, sans te perdre, sans te trahir, sans t'expliquer. Il est possible que certaines personnes te trouvent changé, plus calme, plus distant, moins réactif. Elles auront raison. Mais ce changement n'est pas une perte. C'est une récupération. Tu as repris quelque chose qui t'appartenait depuis toujours. La souveraineté sur ton monde intérieur. Et cette souveraineté vaut plus que toutes les relations basées sur ta réactivité, plus que toutes les harmonies artificielles construites sur ton inconfort.